Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car je suis en collaboration avec Cana et Elguil. Nous allons vous parler pas d'une, ni deux disparitions, ni trois, mais de 239 personnes qui ont disparu. Et oui, nous allons partir en Malaisie et on va vous parler de la disparition du MH370. Alors, installez-vous bien et c'est parti! Vendredi 7 mars 2014, il est bientôt minuit et l'aéroport international de Kuala Lumpur est entré en mode nocturne. Les boutiques, les cafés, le magasin où l'on vend des souvenirs en éteint ont à peu près tous tiré leurs rideaux en accordéon et éteint leurs vitrines. Pour les derniers voyageurs, encore en partance, il n'y a plus que quelques bancs métalliques sans dossier, le long des grands couloirs vides qui desservent les portes d'accès aux salles d'embarquement. Devant les portes C1 et C3, une trentaine de passagers du vol MH370 à destination de Pékin attendent, debout, levant régulièrement le visage vers l'écran des informations. Au KLIA, le contrôle de sécurité des passagers et des bagages à main s'effectue juste avant l'embarquement. Les habitués des voyages aériens connaissent ce passage obligé, quand il faut déposer ses affaires sur le tapis roulant du scanner, retirer l'ordinateur de son étui, défaire sa ceinture, vider le contenu de ses poches dans un casier en plastique, pièces, clés, lunettes, téléphone, etc. et même parfois enlever ses chaussures et ses chaussettes. Mais l'aéroport de Kuala Lumpur n'est pas des plus zélés en la matière. La vidéo de sécurité de l'embarquement du vol MH370 du 8 mars 2014 illustre son laxisme. Tandis que les passagers s'attroupent de l'autre côté des trois portails électroniques, les agents de sécurité, une demi-douzaine d'hommes et de femmes en uniforme noir et blanc, discutent entre eux. Ils attendent tranquilles, nonchalants la consigne de commencer le contrôle. L'équipage, lui, est déjà passé pour s'installer à bord de l'avion et le préparer. D'abord 6 hôtesses et stewards, puis 10 minutes plus tard, le commandant de bord et son copilote. Les deux hommes placent casquettes et bagages dans le scanner. Ils n'extraient rien de leur sac, pas même leur iPad de vol. Ils n'enlèvent pas non plus leur veste. Tous deux ont droit à une rapide fouille au corps. Ils ne se parlent pas. D'autres hôtesses arrivent ensuite. Une à 23h33, deux à 23h38. L'embarquement des passagers commence à 23h46, soit un peu moins d'une heure avant le décollage. À minuit 40, le Boeing 777-200 numéroté 284-20 par le constructeur et immatriculé 9MMRO par Malaysia Airlines décolle comme toutes les nuits à la même heure. Son ascension, qui dure 25 minutes, se déroule sans encombre. À 1h01, l'avion atteint 35 000 pieds, soit 10 700 mètres d'altitude. Les conditions de vol sont bonnes, voire idéales. Le service à bord peut commencer, mais en général, sur ce vol, la plupart des passagers l'ignorent et préfèrent chercher le sommeil. À 1h07, l'avion envoie son premier bulletin à CARS, un contrôle continu de ses performances techniques qui théoriquement transmet automatiquement ses données à terre à la fois à Boeing et à Malaysia Airlines. Le système se déclenche à intervalles réguliers en fonction des abonnements pris par les compagnies aériennes. Dans le cas de Malaysia Airlines, c'est toutes les demi-heures. Pour certaines compagnies, cela dépend des routes. Jusque-là, tout est normal. Malaysia Airlines jouit d'une excellente réputation sur le plan de la sécurité et du service. Sa flotte est très moderne. Ses avions ont 4 ans en moyenne, même si le Boeing qui est sur le vol MH370
on compte 12. Il a été livré en 2002 et a déjà volé 53 465 heures au gré de 7 525 cycles de vol. Le 23 février 2014, soit 12 jours avant cette funeste nuit, il était en maintenance dans les hangars de Malaysia Airlines. L'un des premiers communiqués de la compagnie après sa disparition assurera qu'il n'y avait aucun souci quant à la bonne santé de l'avion. Et le prochain contrôle était prévu pour le 19 juin. Après 40 minutes de vol, l'avion s'apprête à quitter l'espace aérien malaisien pour pénétrer dans le ciel vietnamien. Il reste moins de 5 heures avant la descente vers Pékin. L'atterrissage est prévu à 6h30. À 1h19, l'avion quitte la zone du contrôle aérien malaisien avec une salutation standard. Good night, Malaysia Airlines 370. C'est le jeune copilote qui parle. Sa voix détendue n'a rien de suspect. La procédure voudrait alors qu'aussitôt après, l'avion se manifeste auprès des autorités vietnamiennes avec un message du type « Ici MH370, bonjour, Ho Chi Minh ». Mais cet appel du MH370 n'aura pas lieu. Dans les minutes qui suivent, tout bascule dans l'anormal, le jamais vu et l'inconnu. À 1h20, 5 secondes après avoir passé la balise aérienne Igari, balise attribuée à Singapour, et 90 secondes après sa dernière transmission radio, le transpondeur, principal moyen de communication entre l'avion et le contrôle aérien, est éteint. Ou du moins, il s'est éteint. Le bouton est situé entre les sièges des deux pilotes. Le geste est aussi simple que d'allumer ou éteindre un autoradio, un quart de tour dans un sens et dans l'autre. Mais l'éteindre entre deux contrôles aériens est un geste extraordinaire et extrêmement suspect. Selon les informations livrées par Malaisie, une semaine plus tard, l'avion tourne d'abord quelques secondes sur sa droite, puis amorce un demi-tour à gauche, vers l'ouest-sud-ouest. Plus ou moins au même moment, le système ACARS, qui, comme on l'a vu, gère l'envoi automatique d'informations techniques, est éteint à son tour. Cette procédure n'est jamais enseignée aux pilotes tant elle défie l'entendement. Et rien ne justifie, dans aucune situation, de couper le système ACARS. Privé de son système ACARS, l'avion ne transmet plus la moindre information technique qui, relayée par satellite, aurait pu le localiser. Dès lors, le bulletin ACARS de 1h37 n'est pas émis. Celui de 2h07 non plus. Son alarme tombe immédiatement chez Boeing et le constructeur du moteur britannique Rolls-Royce. A priori, oui, forcément, présument tous les spécialistes interrogés dans la foulée de la disparition de l'avion. Mais aucun commentaire, aucune explication, aucun éclairage technique ne viendra de ces deux piliers du secteur de l'aviation que sont l'avionneur américain et le constructeur de moteurs britannique. Lors du crash du vol AF447 entre Rio et Paris en 2009, la dernière émission ACARS avait permis de localiser la chute de l'appareil à 5 minutes près. Est-ce donc un détournement parfait, sans trace qui vient d'avoir lieu? Presque parfait en fait. Même s'il n'aimait plus, l'avion reçoit à son insu un signal électromagnétique silencieux appelé ping, dont le seul écho permet de savoir qu'il est reçu. Jusqu'à cette situation inédite, ce signal n'avait jamais eu pour vocation de localiser un avion. Il faudra des extrapolations mathématiques du plus haut niveau pour tenter d'interpréter ces ultimes informations et d'en déduire la trajectoire finale de l'appareil. À partir du message « Bonne nuit malaisien 370 », on ne sait plus rien de ce qui se passe dans le ciel à bord de l'avion. À terre, en revanche, c'est le début de longues heures d'un cafouillage tragique au cours duquel le Boeing se volatilise. Le registre des échanges entre les tours de contrôle de Kuala Lumpur et Ho Chi Minh documente une imposante série de ratés. À partir de 1h20, le contrôle aérien vietnamien sait que le MH370 doit arriver dans son ciel. Mais il attend pourtant 19 minutes pour alerter Kuala Lumpur.
de l'étrange silence du vol Kuala-Pékin. Les experts estiment qu'il aurait fallu réagir en 3 ou 4 minutes au plus tard. La tour de Kuala Lumpur ne reçoit plus aucune nouvelle non plus. Le MH370 n'est pas revenu sur les fréquences locales. Vers 1h30, sur instruction du contrôle aérien vietnamien, le pilote d'un vol à destination de Tokyo, qui se trouve théoriquement à proximité du MH370, parvient à contacter l'avion sur la fréquence d'urgence en lui demandant s'il a effectué son transfert vers le contrôle vietnamien. La réponse n'était pas claire, il y avait trop de parasites, mais le pilote a eu l'impression que c'était le copilote qui parlait et que s'il avait été en détresse, il aurait entendu un mayday. La conversation s'interrompt, ce qui arrive souvent. Lui doit continuer sa route vers le Japon, il n'insiste pas. D'après plusieurs enquêteurs qui ont cherché quel avion se trouvait à proximité du MH370 au cours de ces derniers moments, ce pourrait être le pilote du vol JAL 750 ou celui du vol MH77. Cette conversation n'a pas été rendue publique par les autorités, même si d'après le pilote qui a témoigné de manière anonyme, tous les autres appareils présents dans la zone à ce moment-là, avions ou bateaux, ont dû l'entendre également. En revanche, le rapport provisoire indique que vers 1h54, Ho Chi Minh a demandé au pilote du vol MH386, qui arrivait de Shanghai et se rendait à Kuala Lumpur, de tenter de contacter le MH370. Mais aucun détail supplémentaire n'est donné. À 1h46, Ho Chi Minh indique à Kuala Lumpur que l'avion a disparu des écrans radars, juste après avoir passé la balise Speeded. À 2h03, après plusieurs échanges vains entre les contrôleurs des deux ciels voisins, la tour de contrôle de Kuala Lumpur informe ses interlocuteurs vietnamiens que le centre des opérations de Malaysia Airlines a localisé l'avion au Cambodge. C'est une bonne nouvelle, mais étrange quand même comme information. Pourquoi le MH370 aurait-il ainsi quitté son plan de vol sans prévenir les contrôles aériens locaux? Et que ferait-il au Cambodge? Ho Chi Minh demande des précisions aux Malaisiens. Une demi-heure plus tard, à 2h37 exactement, le centre des opérations de Malaysia Airlines transmet aux Vietnamiens dubitatifs les coordonnées de la prétendue nouvelle position de l'avion dans le ciel cambodgien. Un appel par satellite est tenté à 2h39 en vain. Là aussi, pourquoi avoir attendu si longtemps? Près d'une heure plus tard, le centre des opérations de Malaysia Airlines corrige son message. La position donnée au-dessus du Cambodge était basée sur une projection qui ne permettait pas de localiser l'avion. Autrement dit, ni la compagnie aérienne, ni les contrôleurs aériens, ni personne d'autre ne sait où est passé le MH370. Cet avion a donc bel et bien disparu depuis 2h10 entre deux tours de contrôle hésitantes et perplexes, induites en erreur par une fausse information fournie par le propre centre des opérations de la compagnie aérienne. Les Vietnamiens tentent alors de contacter Hong Kong et l'île chinoise d'Hainan, au cas où ceux-ci auraient vu passer l'avion perdu. On apprendra beaucoup plus tard, grâce à une image radar de Thaïlande, qu'à 2h22, l'avion est déjà au nord-ouest de Sumatra, en Indonésie. Il a radicalement changé de route et clairement abandonné sa destination initiale. Pourquoi? Et pour aller où? L'alerte officielle n'est lancée qu'à 5h30. Pendant ce temps, les familles attendent tranquillement à l'aéroport de Pékin. Ils sont assez surpris de ne pas recevoir de texto. Un texto habituel comme « bien arrivé à Pékin » et surtout de ne pas avoir de réponse et de ne voir personne sortir à l'heure prévue. L'attente se transforme en inquiétude. À 7h24, soit 1 heure après l'horaire prévu pour l'atterrissage à Pékin, Malaysia Airlines publie un communiqué évasif annonçant la perte de contact avec le MH370.
L'inquiétude vire à l'effroi, puis à la panique. Pour toutes les familles des 239 personnes se trouvant à bord, c'est le début d'un interminable supplice. Ce n'est pas le contact qui a été perdu, c'est l'avion. Pendant de longs mois, on ne connaîtra à peu près rien des détails pourtant essentiels de la route précisément parcourue par l'avion, entre son dernier point de contact avec le contrôle aérien malaisien et son dernier repérage par un radar militaire thaïlandais. Tel un puzzle, ces détails ont été reconstitués tant bien que mal, et mis bout à bout au fil des semaines, des mois, des années qui suivront. Au gré d'informations distillées au compte-gouttes, diluées pour la plupart dans une mer de données fausses ou inexactes. Le premier rapport provisoire, en date du 1er mai 2014, a fourni très peu d'informations. Même pour un vol de portefeuille, on vous donne un plus long rapport que cela, dira un frère de l'une des passagères chinoises. En revanche, ce seront les diverses études australiennes de l'ATSB et le second compte rendu de l'enquête daté du 8 mars 2015 qui rassembleront de manière cohérente la plupart des données connues sur ce vol. Plusieurs travaux indépendants, effectués depuis par des experts passionnés du dossier, laissent toutefois penser que des erreurs ou des informations fausses ont pu se glisser même dans les rapports officiels sur lesquels se base ce récit des dernières heures connues de l'avion. Sans son caractère improvisé et la tension latente, cette hyperconcentration de médias pourrait rappeler l'ambiance de certains sommets internationaux, voire de grands événements sportifs. Mais dans le couloir qui mène à l'amphithéâtre des conférences de presse, la salle des familles, qui joint la salle de presse, parfois quand la porte s'entr'ouvre, les hurlements de désespoir ou de colère s'en échappent, rappelant à chacun le drame humain que cache ce fascinant mystère. Les familles chinoises en particulier sont à bout de nerfs. À Pékin aussi, elles sont rassemblées dans un hôtel, le Lido, mais beaucoup ont fait le voyage jusqu'à Kuala Lumpur dans l'espoir d'être au plus près d'éventuelles informations. Un simple malentendu ou une question maladroite d'un journaliste suscite colère ou crise de rage. Les rencontres avec les autorités dégénèrent fréquemment. Éclats de voix, sorties en masse, bouteilles d'eau qui volent sur les intervenants. L'angoisse de ces hommes et femmes qui ont perdu un être cher est indescriptible. Et elle s'aggrave à chaque minute qui passe. Depuis que l'ambassadeur de Chine en Malaisie est venu les voir et leur a dit sans doute à bout d'arguments, c'est très compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. Ils sont hantés par cette phrase. Comment peut-il dire que c'est compliqué puisque l'on nous dit, à nous, que l'on ne sait rien? Les présentateurs vedettes des grandes chaînes mondiales sont là aussi. La disparition du vol MH370 est considérée comme l'affaire la plus captivante du moment. Le sujet se prête formidablement bien aux exigences de la télévision en direct, avec des mises à jour et des points sur les dernières nouvelles, en continu 24/24. D'autant que les premiers jours ne sont qu'informations, contre-informations, démentis, rumeurs, confirmations, annulations, précisions. Ce tourbillon d'informations engendre à son tour pléthore de scénarios hypothétiques. L'avion s'est abîmé en mer de Chine. Recherches, témoignages et images satellites. Dès les premières heures, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, Singapour, le Vietnam, l'Australie, les Philippines et les États-Unis ont mis des équipes à disposition de la Malaisie. La France, forte de son expérience depuis le vol AF447 Rio-Paris, tombé dans l'océan Atlantique au large du Brésil le 1er juin 2009, a envoyé une délégation du BEA. Très vite, l'équipe officielle d'enquête est formée, conformément aux exigences de l'annexe 13 de la Convention de Chicago. À sa tête est placé un ancien directeur général de l'aviation civile de Malaisie. L'enquête fait appel à l'expertise du NTSB américain, de l'AAIB britannique, de l'AAID chinois, du BEA français, de l'ATSB australien et invite aussi les délégués de Singapour et d'Indonésie. Boeing, Rolls-Royce et Inmarsat sont également conviés. Le principal objectif de l'enquête est d'évaluer, d'enquêter et de déterminer la cause réelle d'un incident, de sorte que des incidents semblables puissent être évités à l'avenir. Il est impératif pour le gouvernement de mettre en place cette équipe indépendante d'enquêteurs, qui n'est pas seulement compétente et transparente, mais également hautement crédible, recommande la Convention de Chicago. Les Américains
Ayant été très rapidement sur place, les Britanniques aussi ont envoyé 2 enquêteurs. Ils sont allés dans les locaux de la Malaysia Airlines et ont demandé toutes les données. Logiquement, on regarde d'abord du côté du dernier point de contact, en mer de Chine du Sud, à mi-route entre le nord-est de la Malaisie et la pointe sud du Vietnam. Au début, on ne sait que cela. Le contact avec l'avion a été perdu au-dessus du golfe de Thaïlande, entre l'espace aérien malaisien et l'espace vietnamien, juste après le passage de la balise Bitol. La Malaisie se garde de dire qu'elle sait que l'avion a fait à demi-tour gauche. Au contraire, elle appelle aux recherches dans cette seule et unique zone. Le premier jour, c'est un avion de Singapour qui survole la zone. Plus tard, on entendra parler de 9 avions et de 24 navires, sans avoir pour autant une liste précise. De jour en jour, leur nombre augmente. Difficile de suivre. Quand les recherches vont s'étendre à l'autre côté de la Malaisie, sur une surface totale de près de 100 000 km², 42 navires et 39 avions seront mobilisés. À son pic, la campagne sollicitera 26 pays. Au beau milieu de cette nuit-là, la présence anormale d'un avion au-dessus du golfe de Thaïlande a été signalée par quelques témoins évoquant des bruits inhabituels, des lumières blanches, un avion volant à basse altitude ou bien un autre en feu aussi. Rien qui révèle du passage habituel à peine visible car très haut dans le ciel. Des longs courriers reliant Kuala Lumpur à Tokyo, Séoul, Hong Kong, Taipei, Pékin. Là, sur la côte nord-est, des habitants du village de Pantai, Seberang, Marang, affirment avoir entendu un bruit très fort en provenance de l'île touristique de Pulau Kapas. Des villageois ont entendu une explosion. La police de l'État a pris la déposition de plusieurs villageois évoquant une bruyante explosion dans la nuit du 7 au 8 mars. Sans se concerter, ceux-ci ont rapporté les faits suivants. Vers 1h20 du matin, alias Salel, 36 ans, était assis avec 7 de ses amis à quelques centaines de mètres de la mer, quand tous ont entendu un bruit très fort, comme le ventilateur d'un moteur d'avion. Un autre villageois a déclaré qu'en entendant ce bruit étrange, il a cru à l'arrivée d'un tsunami. D'autres résidents de cette région disent avoir vu des lumières bizarres au-dessus de la mer. Dans l'état de Kelantan, le pêcheur Azid, 66 ans, a observé vers 1h30 un avion volant très bas, en dessous des nuages. Il a pu le suivre pendant près de 5 minutes. Son bateau était à une dizaine de miles nautiques au large de Kuala Besar. Impossible de ne pas le voir. Ses lumières étaient aussi grosses que des noix de coco. Hélas, tous ses compagnons étaient profondément endormis, plus ou moins au même moment, à environ 30 km de Kota Baru. Un jeune homme d'affaires, Alif, 29 ans, a aussi aperçu de brillantes lumières blanches. Il a tenu à faire un rapport auprès du MMEA, car l'avion volait à l'inverse du sens habituel. Toujours dans cette région, mais bien plus loin en mer, au sud-est du Vietnam, l'employé néo-zélandais d'une plateforme pétrolière qui était sorti fumer une cigarette au milieu de la nuit a, lui, soutenu avoir vu un avion en feu, à haute altitude. Je crois avoir vu l'avion de Malaysia Airlines. L'horaire concorde, écrira Mike Maikey dans un email envoyé à ses employeurs, après que la Malaisie et le Vietnam eurent ignoré ces messages d'alerte. La presse vietnamienne publie de son côté un certain nombre d'informations intéressantes, qui passent pourtant quasi inaperçues dans la grande cacophonie des premiers jours. Dès le 8 mars matin, le journal vietnamien cite un communiqué de la marine vietnamienne selon lequel l'avion s'est écrasé à 153 miles nautiques, 300 km de l'île de To Chu. Dimanche 9 mars, une immense traînée de fioul d'environ 80 km de long est repérée par un avion à 150 km au sud du Vietnam. C'est le premier et seul signe possible de l'avion disparu pour le moment, indique alors le pilote, le lieutenant-colonel Ong Vong, pardon pour la prononciation. Une autre information très étonnante, publiée par le China Times, site d'information thaïlandais pro-chinois, parle d'un signal de détresse urgent du vol MH370, capté par une unité de l'armée américaine basée à Utapao,
en Thaïlande, selon lesquels le pilote disait que l'appareil allait bientôt se désintégrer et qu'il devait se poser d'urgence. Lundi 10 mars au soir, alors qu'il rentre de Bangkok en classe affaires sur un vol Malaysia Airlines, Peter Chong, ami du pilote disparu, fait passer par le biais des hôtesses un message de condoléances au pilote de son propre vol. Je voulais juste leur dire ma solidarité dans ces circonstances éprouvantes. À sa grande surprise, une note, gribouillée sur une serviette en papier, qu'il a gardée précieusement, lui revient quelques minutes plus tard. Le commandant de bord de son vol le remercie et ajoute « L'épave sur votre gauche. L'avion survole à ce moment-là le sud du golfe de Thaïlande. » Peter Chong se colle alors au hublot et constate un évident champ de lumière en mer, où il devine une intense activité de recherche. Cela prouve qu'à ce moment-là, la Malaysia Airlines pensait que l'avion était tombé par là et avait prévenu ses équipages, en déduit Peter Chong. D'ailleurs, au lendemain de la perte de contact, un satellite chinois a capté des images de 3 grands objets flottants qui indiqueraient un lieu de crash possible pour le MH370. La position de ces débris, à 105,63 degrés de longitude et de 6,7 de latitude nord, est compatible avec le dernier point de contact. Ces images sont fournies par une agence officielle chinoise, la SASTING. Elles sont datées du dimanche 9 mars à 11h du matin. Elles montrent sur un fond de mer gris de petites taches blanches qui mesurent, nous dit-on, 18 mètres par 13, 19 mètres par 14 et 24 mètres par 22 pour la plus grande. On ne retrouve pas tous les jours des objets flottants d'une telle taille, compatibles avec les proportions d'un Boeing 777, qui mesure près de 64 mètres de long par 61 mètres de large au niveau des ailes. Qui plus est, 3 d'un coup. Il s'agit de toute évidence de la première piste sérieuse depuis le début des recherches. Plusieurs chaînes s'empressent donc d'annoncer que l'avion a été retrouvé. Mais l'agence de presse officielle Chine Nouvelle n'a diffusé ces images satellites que le mercredi 12 mars, 3 jours après qu'elles furent prises. De plus, le ministre malaisien de la Défense et des Transports affirme sans ciller que ces images ont été rendues publiques par erreur. Si tel est le cas, c'est sans doute bien la première fois que la République populaire de Chine partage des images satellites par erreur. Le ministre ajoute qu'un avion de surveillance malaisien s'est rendu sur place et n'a rien trouvé. Les recherches dans cette zone sont en fait dominées par 2 bâtiments de guerre américains qui disposent d'hélicoptères et d'un avion de patrouille maritime P-3 Orion. Mais de nombreux autres bâtiments patrouillent également dans ces eaux. Or, ce segment de mer est tout de même assez fermé, pratiquement encerclé par le golfe de Thaïlande, puis la côte chinoise au nord, l'archipel des Philippines au nord-est, la grosse île de Bornéo puis Java et Sumatra au sud, et enfin la Malaisie et la Thaïlande à l'ouest. Un avion en 1000 morceaux et des dizaines de corps auraient dû être repérés, tôt ou tard. Les images satellites chinoises ont d'autant moins d'impact qu'elles sont diffusées alors même que se répand la rumeur que l'avion aurait en fait effectué un quasi demi-tour vers l'ouest. Dès lors, malgré ce faisceau d'indices, l'attention se détourne complètement de la mer de Chine du Sud. Ces témoignages visuels, les déclarations de la marine vietnamienne et les images satellites chinoises sombrent vite dans l'oubli. Ils iront, comme tant d'autres, dans la vaste boîte des indices temporaires, restés inexpliqués. Ce sont des morceaux de puzzle qu'il faut laisser au bord de la table en attendant d'en savoir plus. Dès le mardi 11 mars, tout le monde commence donc à envisager un autre scénario que celui du crash en mer de Chine. Dans un élan de transparence, apparemment mal contrôlé, le chef de la Royal Malaysia Air Force déclare au journal local qu'à 2h40 ce samedi-là, soit 1h20 après la perte de contact radio et radar, l'avion a été détecté par la base aérienne de Butterworth près de Pulau Perak, c'est-à-dire à l'opposé de l'endroit où les recherches s'effectuent. Pulau Perak est une petite île située au nord du détroit de Malacca. Même si cela a été confirmé plus tard, mais à l'époque c'est de toute évidence une gaffe. Le malheureux a parlé trop vite et va devoir passer les journées suivantes à tenter de nier ses propres paroles. Il publie donc un communiqué affirmant qu'il s'agissait en fait d'un signal non identifié, reçu à 2h15. Le lendemain, l'heure du dit signal devient 2h30. Et bientôt, l'on ne sait plus ce que l'armée de l'air a vu, ni où, ni à quelle heure.
2 navires et un avion militaire malaisien sont tout de même déployés sur la côte ouest en catimini, alors que la zone de recherche officielle reste la côte nord-est du pays. Le New York Times affirme alors que l'avion est monté à 45 000 pieds, au-delà donc de la résistance prévue pour ce type d'avion, puis descendu à 23 000 pieds, bien en dessous d'un niveau normal de croisière, lorsqu'il a survolé Penang. L'article cite des officiels américains familier de l'enquête. Le grand journal américain indiquera ensuite que le téléphone portable du copilote s'est au passage connecté à la Terre à ce moment-là. Rien de tout cela ne sera confirmé par la suite, ni clairement infirmé. Selon le premier rapport provisoire, en mai 2014, les militaires ont visionné les enregistrements radars des déplacements de l'avion à 8h30 le 8 mars, soit 7 heures après la perte de contact. L'information a été communiquée au ministre de la Défense et des Transports à 10h30, lequel en a informé le Premier ministre. La Malaisie n'a jamais expliqué pourquoi ni comment, ayant su le matin même que l'avion avait totalement changé de route environ vers l'ouest, elle avait néanmoins lancé des recherches de grande envergure à l'est, en mer de Chine du Sud, sollicitant notamment l'aide de la Chine, du Vietnam et de la Thaïlande. Elle ne les a interrompus officiellement qu'une semaine plus tard. S'ils avaient voulu faire diversion pour laisser le temps à cet avion de faire ce qu'il avait à faire, ils n'auraient pas pu s'y prendre autrement. Fera remarquer ultérieurement l'Australien Ethan Hunt, membre du comité de famille qui se constituera en juin 2014 pour lever des fonds afin de financer une enquête privée. Pendant ce temps, une armée spontanée de détectives bénévoles s'est mise à la disposition du site TomNode pour scruter des millions d'images satellites des zones de recherche. Ce projet, qui a démarré à l'Université de Californie en 2010, a pour vocation d'utiliser des volontaires pour examiner des images satellites et d'y détecter des feux de forêt, des camps de réfugiés, les dégâts d'un typhon, etc. Jusque-là, le site comptait quelques milliers de participants, mais avec la recherche du MH370, TomNode a enregistré plus de 100 000 visites en 1 minute. Le site n'a pas résisté et a dû fermer les 11 et 12 mars, avant de rouvrir avec un programme plus puissant. Au total, ce sont plus de 8 millions de personnes qui ont regardé les images de TomNode, 98 millions de fois, repérant 650 000 objets. Tandis que l'on cherche l'avion au mauvais endroit, fusent les informations distraction-diversion. Pendant qu'une flottille internationale tourne en rond en mer de Chine du Sud, sans bien savoir ni où ni comment chercher, familles et médias se pressent et s'agitent au centre de crise de l'hôtel Sama Sama, où elles décortiquent la somme d'informations incohérentes et parfois contradictoires livrées par les points presse quotidiens. La liste des voyageurs ouvre la grande valse hésitation des informations officielles. À propos du nombre de nationalités à bord, Malaysia Airlines publie 4 communiqués consécutifs. Le premier en annonce 13, le deuxième 14, le troisième 15 et le quatrième revient à 14. Il faut dire que les Taïwanais sont comptés parmi les Chinois et que l'Italien et l'Autrichien recensés sont en fait des Iraniens, voyageant avec des passeports volés. Un temps, on parle de 4 passeports volés, mais on apprend lors d'une conférence de presse qu'il n'y en a finalement que 2. Tout cela n'a pas grand intérêt pour qui cherche un Boeing et ses 239 passagers, mais cela meuble l'antenne et contribue formidablement à embrouiller les esprits. En diffusant la première liste, le samedi 8 mars en fin de journée, un porte-parole de la compagnie aérienne déclare « Ceci est la liste des gens à bord de l'avion. Toutes les familles ont été informées. Pourtant, peu après 2 survivants émergent de cette liste. En entendant son nom cité parmi ceux des disparus, l'Italien Luigi Maraldi, alors en vacances en Asie, appelle les siens pour les rassurer. Par chance, sa famille n'a justement pas été informée de sa disparition. Il s'était fait voler son passeport 6 mois plus tôt. Quant à l'Autrichien Christian Kossel, il se trouvait chez lui lors du vol MH370. Il s'était également fait voler son passeport 2 ans auparavant en Thaïlande. Ce sont en fait 2 jeunes Iraniens, Pouryar Nour Mohammad, 19 ans, et Sayed Mohamed Ressar Delawar, 29 ans, qui ont utilisé ces passeports volés, achetés en Thaïlande.
L'Iran, voilà donc la piste terroriste idéale guettée par tout le monde. Les deux jeunes hommes étaient arrivés en Malaisie avec leur passeport iranien et ont changé d'identité durant leur séjour en Asie. Malaysia Airlines refuse d'expliquer, pour des raisons de sécurité, comment les passagers détenteurs de faux passeports ont pu acheter leurs billets. S'ensuit une série d'informations contradictoires. L'aviation civile affirme d'abord ne pas être sûre d'avoir repéré les deux passagers suspects sur les caméras de l'aéroport. Puis, le ministre malaisien de l'Intérieur déclare qu'il avait des traits asiatiques. Mais le directeur de l'aviation civile indique ensuite qu'il ne ressemblait pas à des Asiatiques. Et quand un journaliste demande à ce dernier des précisions sur l'apparence physique des deux Iraniens, l'homme répond « Vous connaissez le footballeur italien qui s'appelle Ballonetti ?» Ce soir-là, la parterre des journalistes s'abandonne au seul éclat de rire général de toute cette crise et corrige le directeur de l'aviation civile, qui vient d'écorcher le nom du célèbre attaquant italien. Le directeur de l'aviation civile veut-il signifier que l'on peut être italien sans en avoir l'air ? Ou que les deux Iraniens avaient des traits africains ? Bref, asiatiques ou pas, africains, joueurs de football ou terroristes, qui croire que comprendre. Interpol déclare à son tour que les deux jeunes hommes n'ont aucune affiliation terroriste. Ils espéraient, semble-t-il, rejoindre leur famille en Europe et tenter de brouiller les pistes de leur origine en passant par Pékin. Un énième rebondissement marque cette histoire lorsque les photos des deux jeunes hommes tirées de la vidéo de l'embarquement sont publiées. De fait, les deux hommes n'ont rien d'africain. Ils ont bel et bien le type iranien. En revanche, les clichés les montrent avec les mêmes jambes, leur torse et leur visage sont différents. Mais ils portent tous les deux le même jean et les mêmes baskets. Ce qui, à nouveau, sème le trouble. Photomontage ? Non, simple erreur de photocopie. S'excuseront les responsables. La piste terroriste iranienne fait donc long feu. Au bout de 3 jours, plus personne n'y croit. Mais elle aura occupé les médias pendant au moins 48 heures, cruciales. Par ailleurs, le 11 mars, Malaysia Airlines réfute des articles de presse selon lesquels 5 passagers se seraient enregistrés pour ce vol sans embarquer. Elle confirme néanmoins que 4 personnes ne se sont pas présentées à l'enregistrement. Leur identité n'est pas divulguée et, comme elles ne se sont pas manifestées, ce point non élucidé s'ajoutera au précédent. Tandis que l'heure tourne sans que les recherches en mer n'apportent le moindre indice, la presse va bientôt se délecter d'un nouvel épisode des plus distrayants. La chaîne de télévision australienne Channel 9 diffuse dans l'émission A Current Affair l'interview d'une jeune et jolie sud-africaine, Jondi Rose, qui raconte, photo explicite à l'appui, comment le copilote du vol MH370, Farik Abdul Hamid, les avait invités dans le cockpit. Elle et sa copine, 2 ans plus tôt, sur un vol reliant Phuket et Kuala Lumpur. Elle explique que le commandant de bord de ce vol-là, dont l'identité n'est pas révélée, et son jeune copilote Farid Abdul Hamid, âgé alors de 25 ans, les avait repérés lors de l'embarquement à Phuket, ville la plus touristique de Thaïlande, aussi connue pour ses plages que pour ses bars à hôtesses. En montant à bord, elles avaient été invitées à rejoindre les 2 hommes dans le cockpit, pour y passer finalement toute l'heure de vol, décollage et atterrissage inclus. Dans l'interview télévisée, Jondi Rose décrit les 2 pilotes de ligne fumant beaucoup et constamment retournés sur leur siège vers les 2 jeunes filles, assises sur les strapontins. Soucieuse de ne pas nuire à la réputation du copilote, dont le profil est évidemment examiné de près depuis la disparition du vol MH370, la jeune fille souligne qu'à aucun moment elle ne s'est sentie en danger. Elle montre des photos gentiment coquines sur lesquelles il est difficile de discerner qui, des pilotes ou des 2 filles, casquettes d'uniforme de leur hôte sur leurs jolies têtes blondes, sont les plus enchantées de cette brève rencontre. Jody Rose était restée amie sur Facebook avec le copilote, lequel depuis s'était assagi. Farik Abdul Hamid avait 27 ans et totalisait 2763 heures de vol quand il a embarqué pour Pékin dans la nuit du 7 au 8 mars pour effectuer son premier vol sur Boeing 777, sans surveillant.
La règle de Malaysia Airlines impose en effet un surveillant sur les 5 premiers vols d'un copilote formé sur un nouveau type d'appareil. Le jeune homme était alors fiancé avec une homologue pilote, Nadira Rami, 26 ans, rencontrée dans leur école de pilotage. Issue comme lui d'une bonne famille, elle travaille pour Air Asia, le concurrent low cost de Malaysia Airlines. Les témoignages recueillis ça et là par la presse locale brossent le portrait d'un garçon sérieux et estimé. Durant son temps libre, il entraînait des jeunes au foot à 5. Il leur avait récemment offert leur t-shirt d'équipe. Le malencontreux épisode du vol Phuket-Kuala Lumpur donne plutôt du copilote un profil de guéluron, qui profite de la vie, loin du type terroriste, criminel ou suicidaire que l'on voudrait trouver. Mais certains médias s'engouffrent néanmoins dans cette brèche pour dénoncer une attitude irresponsable. Peut-être le premier indice de la culpabilité de l'équipage. Des profils intrigants dans le cockpit. Le monde entier a besoin d'explications et de coupables. Le mardi 11 mars, Malaysia Airlines se déclare choquée par ces accusations portées contre son employé et émet des doutes sur leur véracité. En fait, l'incident illustre surtout le laxisme de la compagnie aérienne. Après la mise en cause du copilote, survient celle du commandant de bord, Zachary Ahmad Shah, 53 ans, visé par ce qui ressemble fort à une campagne de calomnie. Ici, on le dit divorcé. Là, on lit que sa femme et ses enfants ont quitté le domicile conjugal la veille. On le présente encore comme un fanatique de politique. La presse cite des sources proches de l'enquête, selon lesquelles le pilote aurait été profondément contrarié par la nouvelle condamnation à 5 ans de prison d'Awar Abrahim, le leader du parti pro-démocratique Kedilan Rakyat, prononcé le vendredi 7 mars, quelques heures avant le vol. Il se serait même rendu à la cour d'appel pour manifester sa colère avec d'autres partisans. On entend dire aussi que son agenda était vide au-delà de la date du 8 mars. On lui trouve même des lointains parents au Pakistan, comme si cette éventualité était incriminante. Sa maison, comme celle du copilote, a été perquisitionnée. On y a découvert un simulateur de vol. Le 19 mars, on apprendra lors d'un point presse que des informations ont récemment été effacées du simulateur personnel du pilote. Le FBI s'est chargé de les récupérer. Selon le journal, les enquêteurs s'intéressent à 5 pistes d'atterrissage retrouvées dans le simulateur du pilote, notamment Malé, la capitale des Maldives, où Malaysia Airlines vole régulièrement. Diego Garcia, une base militaire américaine où aucun avion civil n'est censé atterrir, et 3 autres pistes, en Inde et au Sri Lanka. Toute une longueur d'au moins 3 km minimum requis pour poser un appareil de la taille d'un Boeing 777. Pourtant, 2 semaines plus tard, les enquêteurs américains affirment n'avoir trouvé rien de suspect. Encore une fois, que croire, qui croire? Tout le monde sait que le pilote est maître à bord. Il est naturellement le premier responsable en cas de défaillance et donc un suspect de choix. Le mercredi 12 mars marque néanmoins un tournant. Entre en scène un nouvel intervenant dont pratiquement personne n'avait entendu parler jusqu'alors. Inmarsat, société britannique de satellites, cotée à la bourse de Londres depuis 2005. Inmarsat a une excellente réputation. Ils sont reconnus dans l'industrie comme techniquement excellents. Asiasat, qui rappelle néanmoins que leur mission est d'assurer le transfert d'informations entre les avions de ligne et la Terre, pas leur localisation ni leur suivi. C'est pourtant cette firme qui va fournir la version officielle et définitive de la route prise par l'avion, après sa perte de contact. Car si depuis la désactivation du système ACAR, l'avion n'a plus émis d'informations techniques à destination de Malaysia Airlines, il a, va-t-on découvrir, continuer de recevoir de manière passive un signal silencieux. Ce ping est émis automatiquement vers l'avion quand la station à terre ne reçoit plus de nouvelles pendant une période continue d'1 heure. Ce signal va voir l'avion et lui demande « Es-tu là ?» Ce à quoi l'avion répond « oui » ou ne répond pas. Ce ping est donc le seul et dernier lien avec le MH370 après sa disparition des écrans radars. Mais de là à en tirer la localisation de l'avion, le défi est de taille. Ce signal n'a jamais été conçu pour cela, et il n'a jamais servi à cela. Chez Inmarsat, l'ingénieur, ancien élève du Queen College à l'université de Cambridge,
a déjà beaucoup travaillé sur le cas de l'AF-447, qui s'est abîmé au large du Brésil en 2009. À la suite de cet accident, il a d'ailleurs instauré le relevé de diverses mesures techniques supplémentaires liées à ce ping passif, notamment sa durée et sa fréquence. Pas étonnant qu'en entendant la nouvelle d'un avion disparu, aux informations de 11h de la BBC, le samedi 8 mars 2014, il ait pensé le premier qu'Inmarsat aurait très probablement des informations à transmettre aux enquêteurs. Une course contre la montre s'engage alors chez Inmarsat. Ce ping a beau n'être qu'un infime signal électromagnétique, selon l'équipe scientifique, c'est suffisant pour tenter des analyses. Dans un premier temps, la durée précise du retour d'écho du ping va permettre de déterminer la distance entre l'avion et le satellite. Il essaie de se représenter un ping comme un petit point invisible qui voyage à 7 reprises au cœur de la nuit du 8 mars de la station terrestre localisée à Perth, dans le sud-ouest de l'Australie, jusqu'au satellite géostationnaire 3F1, posté à 36 000 km de la Terre, au-dessus de l'équateur, d'où il repart automatiquement jusqu'au Boeing 777 du vol MH370, avant de refaire le même tracé en sens inverse à travers l'espace et de rapporter ses informations à Perth. Ce sont ces infimes petits pings, le dernier plus que les 10 autres, qui vont imposer au monde la version officielle du destin du MH370. La première découverte, tout à fait déconcertante, fut de comprendre que l'avion avait continué de voler longtemps, après le dernier contact. On a réalisé que quelque chose de vraiment étrange s'était passé pour que l'avion continue de voler pendant tout ce temps, se souvient Alan Bruce. Inutile de tenter de décrire la complexité des calculs requis, d'autant que le satellite 3F1 a beau être dit géostationnaire, il oscille constamment entre le nord et le sud de l'équateur. À chaque ping émis correspond dans un cercle dans le ciel sur lequel la distance entre l'avion et le satellite est la même. L'avion a forcément coupé les différents cercles, du premier jusqu'au 7e, à chaque instant précis où le ping a été émis. Le 8e et le dernier ping, émis à 8h19, est différent des autres. Non seulement il arrive bien avant l'heure prévue, quelques minutes seulement après l'avant-dernier, daté de 8h11, mais il comporte l'indication d'un redémarrage, un reboot. Les ingénieurs d'Inmarsat en déduisent jusqu'à la suite de l'extinction des moteurs de l'avion. À court de carburant, le système de communication a automatiquement tenté de redémarrer. Aucun signal n'arrivera plus après celui-là. L'avion a donc continué de voler pendant 7 heures après sa perte. Trouver un scénario compatible avec ces pings. Elle produit la théorie de 2 arcs. L'avion aurait volé le long d'un arc, soit vers le nord de la Thaïlande jusqu'à la frontière du Kazakhstan, et du Turkménistan, soit vers le sud de l'Indonésie jusqu'au cœur de l'océan Indien. C'est la seconde découverte importante d'Inmarsat. Inmarsat transmet ces 2 révélations à la Malaisie, le mercredi 12 mars. Kuala Lumpur ne réagit pas. On s'est dit qu'il recevait peut-être en même temps d'autres informations leur indiquant que l'avion était en fait au milieu de l'Atlantique, raconte Alan Schuster-Bruce. Le jeudi 13 mars, le Wall Street Journal annonce que l'avion aurait volé plusieurs heures après la perte de contact radio. Pendant 2 jours, le ministre de la Défense et des Transports va démentir aussi vigoureusement que possible ces nouvelles informations. Une posture constante du ministre au cours de cette crise, qui mériterait qu'on lui accole d'emblée le sobriquet de Monsieur Non-Non. Très bizarrement, le jeudi 13 mars, c'est le porte-parole de la Maison-Blanche qui parle de nouvelles informations et d'une nouvelle zone de recherche, en mentionnant déjà le sud de l'océan Indien. Washington force ainsi Kuala Lumpur à sortir de son mutisme, tout en lui laissant la responsabilité d'annoncer les détails. Le samedi 15 mars, le Premier ministre malaisien fait sa première intervention publique depuis le début de cette crise
qui a pourtant placé son pays sur le devant de la scène internationale, comme aucune autre actualité ne l'avait encore fait. Il répète que cette situation est sans précédent. Il confirme le changement de trajectoire de l'avion évoqué depuis 5 jours, mais toujours nié jusque-là. Il confirme que les systèmes de transmission de données du Boeing 777 ACARS et transpondeurs ont été désactivés. Il évoque un acte délibéré par quelqu'un à l'intérieur de l'appareil. Enfin, le Premier ministre entérine la double théorie d'Imersat d'après laquelle l'avion a volé jusqu'à 8h19 et selon un arc soit sud soit nord. On comprend que celui qui a pris les commandes de l'appareil ne pouvait être qu'un expert. À l'issue de son unique intervention devant la presse, le Premier ministre ne répond à aucune autre question des journalistes. La disparition du vol MH370 et de ses 239 passagers change de nature. Elle a été dirigée et de main de maître. Après avoir laissé ses voisins alliés et partenaires chercher au mauvais endroit pendant une semaine, la Malaisie a donc une nouvelle fois retardé de plusieurs jours l'officialisation d'une information majeure et la mise en œuvre du processus de réponse ad hoc. Pour les uns, c'est par pure incompétence, pour d'autres, c'est une tactique délibérée destinée à cacher une vérité inavouable. Aussi importantes soient-elles, les informations d'Imersat ne fournissent aucun indice sur la solution de l'énigme. En revanche, elles déculpent l'ère des recherches. Sans plus d'éclaircissement, la deuxième semaine ressemble fort à la première. Les points presse des autorités servent avant tout à démentir tant les fausses que les vraies informations qui circulent. Non, l'avion n'a pas été vu aux Maldives. Non, l'avion n'a pas fait un demi-tour de 12 minutes avant le funeste et désormais célèbre Goodnight malaisien 370 du copilote. Non, nous n'avons toujours pas l'intention de présenter des excuses aux familles. Non, nous n'allons pas divulguer les informations reçues par les radars des pays voisins. Non, nous ne savons pas ce que le simulateur du copilote contient. Non, nous ne savons toujours pas où est passé l'avion. Chaque soir à 17h30, le ministre de la Défense et des Transports, le directeur des opérations de Malaysia Airlines, le chef de la police et le directeur du bureau de l'aviation civile s'alignent bras le long du corps sur l'estrade de la salle de conférence de presse. Ils sont chaque soir un peu plus peinauds, chaque soir un peu plus cernés, face à une salle toujours pleine à craquer de caméras qui tournent en direct, de flashs crépitants et de journalistes qui sont eux chaque soir un peu plus frustrés. Un grand sikh imposant fait office de maître de cérémonie. C'est lui qui désigne le journaliste autorisé à poser une question. Le 19 mars, un journaliste de la BBC demande au directeur général de l'aviation civile de confirmer que le Boeing est bien passé par certaines balises aériennes précises. Il s'entend répondre que l'on est encore en train d'enquêter. Il s'agissait pourtant l'une des rares informations que tout le monde pensait clairement établie. Le directeur général de l'aviation civile ajoute qu'il n'est plus tellement important de savoir par où l'avion est passé, puisque l'intention se porte désormais exclusivement sur le lieu où il se trouve. Cette réponse et ce commentaire 11 jours après la perte de contact avec l'avion déclenchent un soupir collectif de consternation. Un autre soir, un journaliste anglo-saxon fait remarquer au ministre que le Kazakhstan, cité la veille comme étant au cœur du dispositif de recherche sur l'arc nord, n'est semble-t-il pas au courant de son rôle dans cette opération. La grande République d'Asie centrale n'a reçu aucune demande d'assistance de Kuala Lumpur, affirme le journaliste. Régulièrement, les autorités malaisiennes sont ainsi prises en flagrant délit d'incohérence ou d'incompétence.
Les journalistes qui découvrent la Malaisie se demandent, stupéfaits, dans quel pays kafkaïen ils ont bien pu tomber. Mais déjà, le grand Sikh escorte la porte de service les intervenants qui quittent les lieux activement, laissant derrière eux nombre de mains levées et d'autant de questions sans réponse. L'avion vole sous les couleurs de la compagnie MAS. Qu'en est-il de cette compagnie aérienne détenue à 70% par le fonds d'investissement de l'État Khazanah National BHD, dont les hôtesses, dans leurs sarons fleuris turquoise et rose, rivalisent d'élégance et de gentillesse avec celles de Singapore Airlines, la compagnie de référence dans toute la région. Pour ce qui est du service de sécurité, MAS jouit d'une excellente réputation. Les voyageurs de classe affaires évoquent en salivant ces célèbres brochettes de viande grillée au charbon sauce sataï. Bon appétit! Son premier vol commercial remonte à 1947, ce qui en fait une pionnière dans le ciel asiatique, jusqu'au 8 mars 2014. Son dernier accident grave datait de 1977. MAS est alors l'une des 7 meilleures compagnies aériennes du monde classées 5 étoiles par l'organisme d'évaluation britannique Skytrax. Sa flotte de 151 avions a 4 ans de moyen âge, ce qui en fait la flotte la plus moderne de la planète. Certes, le Boeing 777-200 ER du vol MH370, acquis en 2002, fait partie de ces appareils les plus anciens, mais ce n'en est rien problématique. MAS a rejoint la 3e plus grande alliance aérienne Oneworld en 2013. Jusque-là, rien de plus rassurant. Mais les résultats commerciaux ne sont pas aussi brillants. Momentanément rentable en 2007 et 2010, la compagnie a replongé en 2011 pour un chiffre d'affaires à 3100 $, soit 13,6 milliards de ringgit. MAS a publié une perte nette de 181 millions d'euros. En 2014, l'entreprise continue de perdre plus d'1 million d'euros par jour. Que se passe-t-il ? En fait, la compagnie a augmenté sa capacité de près de 20% en 2013 par une frénésie d'achat, alors que ses revenus totaux, incluant l'activité cargo, n'ont eux progressé que de 2%. Par ailleurs, cette compagnie aérienne compte trop de personnel et trop de gros salaires. Un incendie s'est déclenché à 16h le 26 mars 2014 dans l'atelier avionique des installations de maintenance, ce qui a beaucoup surpris. C'est là que MAS répare et entretient tous les composants électroniques de ses avions. L'endroit est névralgique. Il est situé au second étage du hangar numéro 2, à Subang, la ville de l'ancien aéroport international de Kuala Lumpur. MAS n'en fait état que 2 jours plus tard après qu'un ancien député spécialiste des questions d'aviation, Wee Cho Keong, l'eût mentionné sur son blog. Ce feu dans l'atelier de maintenance électronique est resté inexpliqué. Il est sans précédent en 30 ans d'activité sur place. Qu'est-ce qui l'a déclenché ? Quels matériaux et quels documents ont été détruits ou endommagés ? Pourquoi le système anti-feu n'a-t-il pas fonctionné ? Cela est un grand mystère encore à ce jour. 4 mois plus tard, Malaysia Airlines perd son second Boeing 777 au-dessus de l'Ukraine, cette fois avec 298 personnes à bord, abattues par un missile de fabrication russe. L'action de la compagnie aérienne nationale replonge de 18%. La capacité à survivre de la compagnie, qui a perdu près de 85% de sa capitalisation boursière en 5 ans, est mise en doute. En juillet 2015, le nouveau PDG de MAS, l'Allemand Christoph Müller, déclare que techniquement, l'entreprise est en faillite. Sa stratégie va consister
a arrêté l'hémorragie en 2015, stabilisé en 2016 et relancé en 2017. Au 1er septembre 2015, Malaysia Airlines renaît de ses cendres sous une nouvelle identité juridique. Elle ne change ni de logo ni de nom. Mais MAS, en tant qu'entreprise, n'existe plus et ses dettes non plus. Une hypothèse assez paranoïaque circule dans les milieux d'affaires dominés par la communauté chinoise. Elle postule que si les États-Unis étaient impliqués dans cette affaire d'avions disparus, ce serait pour saboter la relation Chine-Malaisie, car la Malaisie essaie d'être amie avec tout le monde. On va pourtant observer un rapprochement spectaculaire entre la Malaisie et les États-Unis au cours des mois qui suivent la disparition du 8 mars 2014. Tout d'abord, la visite officielle de Barack Obama en avril 2014, une première depuis Lyndon Johnson en 1966. Barack Obama déclare alors que les États-Unis considèrent la Malaisie comme essentielle pour la stabilité régionale, la sécurité maritime et la liberté de navigation. 6 mois plus tard, Najib Razak sera invité à jouer au golf avec le président américain à l'occasion des vacances familiales de Noël des Obama à Hawaï. Qu'a bien pu faire Najib Razak pour mériter un tel privilège? Si par hasard les deux hommes avaient des confidences à se faire, c'était le cadre idéal. Moins d'un an plus tard, Barack Obama revient une nouvelle fois en Malaisie à l'occasion du sommet USA-ASEAN, Association des pays d'Asie du Sud-Ouest, en marge du sommet de l'APEC. Barack Obama et Najib sont devenus inséparables. Entre-temps, le secrétaire d'État John Kerry s'est lui aussi rendu en Malaisie, en août 2015, pour préparer la signature du fameux accord de partenaires transpacifique TPP-A. Un autre scandale prend les devants de la scène. C'est une affaire dans laquelle la France joue un rôle important qui hantait la vie politique de la Malaisie et plus particulièrement celle du Premier ministre. Si le premier contrat militaire entre la France et la Malaisie portait sur des Exo 7 au milieu des années 1980, la commande des sous-marins Skorfen français finalisée en 2002 a marqué le début d'une nouvelle lune de miel entre les deux pays. Depuis, Najib Razak connaît bien la France, et la France se connaît bien. C'est lui alors ministre de la Défense qui a géré et signé le fameux contrat. Celui-ci porte sur la livraison de 3 sous-marins, 2 Skorfen et un Agosta d'occasion, et sur la formation des équipages montant total plus d'1 million d'euros. Malaysia Airlines est directement concernée car la France accepte dans le lot du contrat militaire d'augmenter la fréquence des vols Kuala Lumpur de MAS aux grandes dames d'Air France. Cela peut-il expliquer la bienveillance muette avec laquelle la France a observé le grand cafouillage dans l'enquête menée par la Malaisie, quand bien même 4 ressortissants français étaient concernés? Le président Hollande a annoncé aux familles françaises qu'il a reçu le 15 septembre 2015 à l'Élysée, soit 18 mois après la disparition de l'avion, qu'il avait l'intention d'aller en Malaisie en 2016. Anwar Ibrahim, le charismatique leader de l'opposition, ancien vice-premier ministre qui fut emprisonné de 1998 à 2004, profitant de sa liberté provisoire entre une nouvelle condamnation en appel qui a eu lieu la veille du vol du MH370 et l'examen de son dossier par la Cour fédérale qui aura lieu en février 2015, Anwar Ibrahim estime que cet événement triste et tragique a été aggravé par la manière dont il est géré. Il trouve honteux que le gouvernement ait essayé de l'impliquer dans cette catastrophe en lui découvrant des liens familiaux éloignés qu'il ne nie d'ailleurs pas avec le commandant de bord. Dans son entourage, on soupçonne fortement APCO, l'agence de communication du gouvernement, d'avoir mis en scène l'information selon laquelle le pilote fou furieux du jugement rendu contre Anwar quelques heures avant le décollage de l'avion
aurait agi par vengeance en faisant disparaître son avion. Anwar Ibrahim est bien placé pour savoir que le pays dispose notamment de radars britanniques Marconi, hyper sophistiqués. Il était ministre des Finances quand la commande a été passée. Depuis, la Malaisie a également acquis des radars de dernière génération, des Tal Raytheon GM400, positionnés à Kuanta et Kota Baru, côté est, ainsi qu'à Butterwatch, côté ouest. Ces radars n'ont pas pu manquer le MH370 quand il a effectué la route décrite par les autorités. Anwar Ibrahim ne peut pas croire qu'aucun radar militaire n'ait vu un avion de cette taille survoler 5 États malaisiens sans la moindre permission de vol. S'ils l'ont vu, pourquoi n'ont-ils rien fait ? Nous avons des procédures selon lesquelles nous devons intervenir en 3 minutes dans ce genre de situation. Et s'ils ne l'ont pas vu, malgré tous les équipements dont nous disposons, mon pays a un sérieux problème de sécurité nationale, lance-t-il. Il accuse le gouvernement d'avoir manqué à son devoir et trouve scandaleux qu'on ait laissé la Chine et le Vietnam effectuer des recherches aussi coûteuses que futiles pendant 9 jours dans une zone où le gouvernement malaisien savait, dit-on maintenant, que l'avion n'était pas. Quant au fait que la liste complète du fret chargé à bord n'est toujours pas été rendue publique, il trouve cela tout simplement aberrant. À Londres, les scientifiques d'Inmarsat ont affiné leurs calculs. Ils n'avaient pas encore fait usage des informations portant sur la fréquence des pings. Or, les deux options de route nord ou sud étaient tellement différentes que les informations sur la fréquence devaient permettre d'en éliminer une, indique Chris Ashton, l'un des chercheurs d'Inmarsat. On s'y est repris à plusieurs reprises sur ces calculs et on a abandonné. On ne parvenait pas à obtenir une corrélation acceptable entre les données que nos calculs prévoyaient et les données reçues par le signal jusqu'à ce que soudain, très tard un vendredi soir, les scientifiques trouvent une solution. Inmarsat parvint ainsi au terme de calculs jamais tentés auparavant à une conclusion probante pour éliminer la route nord. Il ne reste donc que la route du sud. Les ingénieurs transmettent sans attendre leur théorie à la Malaisie. Bien que Najib Razak ne parle ni de crash ni de mort, il ajoute néanmoins, comme pour couper court à tout espoir, que c'est un endroit très isolé, loin de toute zone possible d'atterrissage. C'est donc avec beaucoup de tristesse et un profond regret que je vous annonce que le vol du MH370 s'est terminé dans le sud de l'océan Indien. Les familles sont prévenues par un texto. Malaysia Airlines regrette profondément d'être dans l'obligation de supposer au-delà de tout doute raisonnable que le MH370 a été perdu et que personne à bord n'a survécu. C'est pour elles un nouveau coup de poignard. Elles sont priées d'accepter que leurs proches soient déclarés perdus à jamais sur la simple foi de savants calculs mathématiques quasi invérifiables et sans que rien de tangible, pas un lambeau de siège ni un morceau de carlingue n'ait apporté un semblant de preuve à cette thèse. Effroi et consternation pour tous, doute et méfiance pour la plupart. Nous ne savons pas comment, nous ne savons pas pourquoi cette tragédie a eu lieu, constate totalement dépité Ahmad Johari Yaha, chef des opérations de Malaysia Airlines. Même si les familles ne veulent pas et ne peuvent pas l'entendre, à partir du 24 mars 2014, les 239 personnes du vol MH370 sont considérées comme ensevelies à jamais quelque part au plus profond de l'océan Indien. En fait, la Malaisie est tellement dépassée par les événements que depuis le 17 mars, c'est l'Australie qui a endossé le maillon de responsable des opérations de secours et de recherche. Avec une petite tape sur l'épaule, la Malaisie est discrètement sortie du terrain des opérations de recherche, tout en restant responsable de l'enquête.
Invité de la célèbre émission de télévision Good Morning America, Stephen Gaillard, un ancien officier de marine américain, déclare « La bonne nouvelle, c'est de voir les Australiens et le NTSB prendre la direction de cette enquête. On a vu beaucoup d'incohérences de la part des autorités malaisiennes pendant toute la semaine. Leurs déclarations n'étaient pas cohérentes. Mais maintenant, on a des vrais pros en poste et franchement, on est au premier jour de l'enquête puisqu'on a des gens qui savent enfin comment s'y prendre. » Suite à l'annonce du 24 mars 2014 qui désigne au-delà de tout doute raisonnable l'océan Indien comme la destination finale du MH370, le déploiement de navires et d'avions qui cherchaient tout azimut la trace du Boeing perdu depuis les eaux chaudes du golfe de Thaïlande jusqu'aux plaines arides du Kazakhstan s'interrompt. L'intention du monde entier se redirige alors exclusivement sur le corridor sud, dans le sud-est de l'océan Indien au large des côtes australiennes, conformément aux informations livrées par les ingénieurs d'Inmersat. L'effort de recherche peut se recentrer, un recentrage tout relatif, la zone à explorer restant immense. Dans un premier temps, les recherches de surface en quête de débris de l'avion vont couvrir plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Elles seront suivies de recherches sous-marines pour retrouver l'épave et les boîtes noires au fond de l'océan. L'objectif de recherche est de localiser puis de récupérer les 2 boîtes noires de l'avion. L'une contient les enregistrements des 2 dernières heures de vol dans le cockpit, l'autre toutes les données techniques de l'avion. Toutes 2 sont équipées d'une balise, un petit cylindre alimenté par une batterie au lithium de la taille d'une pile D, qui émet pendant 1 mois à partir de son déclenchement au contact de l'eau un ultrason inaudible à l'oreille humaine. Ce ping est identique à sa fréquence de 37,5 kHz à sa périodique fixe d'1 seconde entre chaque signal. Pour les recherches, la Chine, la Malaisie, le Japon, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Corée et la Nouvelle-Zélande envoient une 15aine de navires et autant d'avions pour participer à cet effort. Malgré ces centaines de patrouilles aériennes et les nombreux navires qui sillonnent la zone, on ne trouve toujours pas la moindre trace concrète du MH370 en surface. Voici l'une de ces théories que je trouvais importante de vous parler et ensuite je laisserai la parole à Elgil. Parmi les 239 passagers, un groupe de 20 voyageurs, 12 Malaisiens et 8 Chinois, travaillant pour la même société. Pas n'importe quelle société d'ailleurs, Freescale. Bien qu'inconnue du grand public, Freescale est une énorme multinationale américaine de semi-conducteurs à la pointe et même à l'avant-garde du secteur. Elle est implantée dans une vingtaine de pays, dont la Chine, la Malaisie et la France. En Malaisie, Freescale est un nom relativement connu. Son logo s'affiche sur de grands panneaux publicitaires le long de l'autoroute de l'aéroport. Depuis 1972, l'entreprise occupe un terrain de 8 hectares dans la banlieue de Kuala Lumpur, usine de production de puces électroniques et laboratoire d'essais. Freescale est le numéro 1 mondial de la fabrication des microprocesseurs dans plusieurs secteurs de l'industrie, dont la défense et l'aérospatiale. Elle produit des puces destinées au radar, des microcontrôleurs destinés aux missiles et se dit spécialiste des radiofréquences et de la communication en situation de guerre. Nos produits peuvent avoir des applications en aéronautique, radar, guerre électronique, guidage de missiles et système d'identification amis ou ennemis, explique son site. Freescale est incontournable pour la plupart des grands fabricants de ces matériels. En 2006, Freescale a été racheté pour près de 18 milliards de dollars par les groupes financiers Blackstone et Carlyle. Ce fut à l'époque la plus grosse opération de rachat privé d'une société technologique.
Blackstone et Carlyle sont des empires aux ramifications tentaculaires à travers la planète. On ne pourrait être plus au cœur de la machine américaine. Carlyle est de notoriété publique très proche du clan Bush et a eu, entre autres, clients le Saudi Bin Laden Group, qui appartient à la grande famille d'Arabie Saoudite des Ben Laden. Quant à Blackstone, créé en 1985 par deux anciens de Lehman Brothers, c'est devenu l'une des plus importantes firmes d'investissement privé dont le siège est sur Park Avenue à Manhattan. Fin 2015, Blackstone gère un portefeuille de 334 milliards de dollars. Lord Jacob Rothschild siège à l'un de ses conseils avec Freescale. On est donc à la fois à Wall Street, New York, au Pentagone, Washington DC et à Austin dans le Texas où l'entreprise a son berceau. C'est l'argent, le pouvoir politique et la technologie stratégique réunis au plus haut niveau. Il se trouve que le 11 mars 2014, soit 3 jours après la perte de l'avion, Freescale a déposé le brevet de fabrication d'une nouvelle technologie. Cette invention est consultable en ligne avec sa référence US 86 71 381. Peu après la perte du MH370, l'un des vice-présidents de l'entreprise, Mitch Howe, déclare au sujet des 20 employés de Freescale qui étaient à bord: tous ces gens avaient beaucoup d'expérience et de background technique. Ils étaient très importants. C'est assurément une perte pour l'entreprise. Il précise que c'étaient des ingénieurs et experts divers. Leur mission était de mettre en place de nouvelles procédures afin d'améliorer l'efficacité des usines de Kuala Lumpur et de Taïjin. Ils voyageaient tous en classe économique. Tout ceci est avéré vérifiable. Jusqu'ici, on est encore dans la réalité. Mais avec l'extraordinaire rumeur qui circule sur Internet, on bascule dans le scénario du blockbuster. Internet nous apprend en effet que parmi les 20 employés du groupe qui étaient sur le vol, 4 étaient en fait copropriétaires du brevet de très haute importance stratégique et technologique qui devait être incessamment déposé. Si ces 4 coactionnaires à 20% venaient à disparaître, le brevet deviendrait propriété à 100% du dernier coactionnaire, la société Freescale elle-même. Or, qui se cache derrière cette société aux affiliations douteuses? Le milliardaire juif qui inspire une théorie conspirationniste sur deux, Jacob Rothschild en personne. Ce scénario expliquant que l'avion aurait été subtilisé et entièrement détruit pour que les États-Unis gardent la main sur l'entièreté d'un brevet d'une haute importance stratégique est très largement diffusé et discuté sur Internet. Il est même repris par la télévision nationale russe, Russia Today. Certes, il y a mieux comme gage de crédibilité, mais peu importe, l'histoire est formidable. Il y a cependant 3 défauts majeurs. D'abord, les inventeurs à l'origine d'un brevet n'en sont jamais copropriétaires. Tous les brevets inventés chez Freescale, comme dans toutes les grandes entreprises, deviennent forcément la propriété à 100% de l'entreprise qui les a développés. Donc, avant même de rentrer dans les détails, le scénario de base n'est pas plausible. Ensuite, les noms des inventeurs qui figurent sur le brevet ne correspondent à aucun des noms des passagers chinois du vol MH370. Enfin, le fameux brevet US 86 71 380 n'en est rien révolutionnaire. Il porte sur l'optimisation du nombre de microprocesseurs que l'on peut graver sur un wafer. Cette invention peut se traduire par une réduction des coûts de fabrication de 3 ou 4% au mieux en fin de chaîne. Certainement pas de quoi assassiner 239 personnes. Retour donc à la case départ. Si ce n'est pas pour permettre à Freescale et à Jacob Rothschild de mettre la main sur un brevet révolutionnaire, pourquoi donc cet avion aurait-il été empêché d'arriver à Pékin ? «
parler des théories qui, je le rappelle, restent des théories. C'est à vous de vous faire votre propre idée car aucun élément concret n'a permis de valider les hypothèses. La première théorie est une mystérieuse cargaison. L'avion transportait quelque chose qui soit ne devait absolument pas arriver en Chine et a donc été abattu, soit quelque chose était à livrer en dehors de la destination, comme à des terroristes, et se serait perdu ou aurait été abattu. On peut aussi imaginer que l'avion a eu un accident à cause de cette cargaison qui aurait pris feu. En effet, dans la soute se trouvaient 2,5 tonnes d'appareils électroniques avec des batteries au lithium. Florence de Changy, qui a travaillé sur le cas du MH370 et a écrit un livre sur le sujet, intitulé « Le vol MH370 n'a pas disparu », déclare « On a découvert dans le rapport officiel que cette cargaison n'avait pas été passée au scanner, ce qui est totalement inadmissible du point de vue de la sécurité aérienne. Ensuite, la raison donnée pour expliquer le fait que la cargaison n'a pas été scannée et qu'elle était trop volumineuse, ce qui est totalement incompatible avec la description du contenu. Et comble du comble, cette cargaison de 2,5 tonnes d'électronique est arrivée par camion à l'aéroport le soir même, avec une escorte de sécurité, ce qui est tout à fait inhabituel et extrêmement suspect. Y avait-il une cargaison mystérieuse qui aurait pu expliquer le mystère du MH370 ? Et que contenait vraiment cette cargaison ? Une autre partie de la soute cache aussi un mystère. 4,5 tonnes de fruits exotiques, des mogoustans, alors que ce n'était pas du tout la raison dans le pays, d'après l'écrivain. Mais cette théorie ne tient pas non plus, car ces fruits étaient évidemment de saison dans d'autres pays. D'après certains scientifiques, les fruits et les batteries ont pu se mélanger, créant des réactions chimiques faisant exploser l'avion. Une autre théorie pense que l'avion s'est écrasé dans les Maldives. Des habitants d'une petite île des Maldives ont vu un appareil les survoler et changer de direction vers le sud. Mais il est techniquement impossible que ce dernier soit le vol MH370, car il aurait dû voler 8h30. Or, le manifeste signe au départ que le carburant emporté dès le départ ne pouvait contenir que 8 heures d'autonomie. Des pièces ont bien été retrouvées par un pêcheur, mais elles ne proviennent pas d'un 777. Cette théorie est donc également écartée. Une autre théorie serait que les Américains ont abattu l'avion. On pense à une attaque des Américains à partir de la base aérienne de Diego Garcia, qui est un emplacement stratégique des Américains, situé dans l'océan Indien, et qui est un emplacement stratégique des Américains. Ils auraient abattu l'avion pensant à un attentat terroriste, avec le même mode opératoire que le 11 septembre 2001. 2 Iraniens ont embarqué dans l'avion avec des passeports volés, ce qui renforce l'hypothèse. Mais on apprend que ces Iraniens voulaient juste rejoindre leur famille. De plus, le transpondeur a été arrêté pendant quelques secondes, faisant penser que l'avion est sous contrôle terroriste. Mais le transpondeur a également pu être en surchauffe, ce qui obligerait l'équipage à le couper. Mais grâce aux sources disponibles, on peut écarter cette hypothèse, parce que l'avion n'a pas pu se trouver dans cette zone, les données satellites le confirmant. L'avion n'a donc pas pu se rapprocher de cette base. Il y a également la théorie du détournement. C'est une théorie qui est beaucoup plus réaliste, mais on est en face d'un mur, car aucune revendication n'a été demandée, et surtout il aurait fallu de larges compétences techniques pour faire ce détournement. Le fait que le transpondeur a été coupé peut faire réfléchir à cette théorie. La Russie aurait peut-être d'ailleurs détourné l'avion. Un expert américain, Jeff Wise, qui s'appuie sur le fait que l'avion a continué d'émettre des signaux sonores 7 heures après sa disparition sur les écrans radars. Il pense donc à un détournement sur l'ordre du Kremlin. Il pense que les données de navigation ont été piratées pour faire croire que l'avion volait au sud alors qu'il serait au nord. Il pense également que l'avion a atterri sur le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, qui est une base de lancement de fusées comprenant une grande piste d'atterrissage. Il pense que Vladimir Poutine voulait montrer aux États-Unis qu'il pourrait nuire à l'Occident et ses alliés partout dans le monde. Certains internautes ont repris cette théorie en la transposant à la Corée du Nord, sans apporter davantage de preuves et d'explications, mais cela reste une piste tout à fait plausible. Il y a également la piste du sabotage par le pilote. Dans le cas du MH370, cette théorie est étayée par plusieurs éléments.
la signalisation volontairement coupée de l'avion, le trajet de 7 heures hors du plan de vol, la découverte de simulations de vol jusque dans l'océan Indien, dans le simulateur du pilote qu'il a effectué quelques semaines avant, la condamnation d'un leader de l'opposition malaisien la veille de la disparition de l'avion, alors que le pilote militait justement dans l'opposition, tous ces éléments peuvent faire pencher dans cette théorie. Cette piste n'est pas nouvelle, mais elle a été récemment relancée par un épisode de l'émission australienne 60 minutes, qui a réuni plusieurs experts persuadés de la culpabilité du pilote. Selon eux, Zahari Ahmad Shah aurait enfilé un masque à oxygène puis dépressurisé l'avion afin d'assommer passagers et membres d'équipage. Un acte qui lui aurait laissé le champ libre et expliquerait pourquoi aucun appel de secours n'a été reçu. En parlant du pilote, il y a une autre théorie, la théorie du pilote suicidaire. Là encore, c'est une théorie probable. Simon Hardy, qui est un spécialiste en aviation civile, lors d'une émission, affirme que le passage de l'avion près de la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande n'était, selon lui, pas un hasard. Les deux contrôleurs ne s'inquiètent pas de cet avion mystérieux parce que ce n'est pas dans leur espace aérien. Il y rajoute « Si vous me chargez d'essayer de faire disparaître un 777, je ferai la même chose ». Simon Hardy estime que le pilote a voulu faire un dernier adieu à sa ville natale, Penang, en Malaisie, qu'il aurait donc survolé avant de cracher l'appareil à un endroit qui reste inconnu. De plus, le simulateur de vol du pilote a été utilisé quelques semaines avant, où il survolait le détroit de Malacca et l'océan Indien dans un trajet similaire à celui du MH370. On apprend aussi que la taille de l'érosion d'un aileron haute vitesse retrouvé sur l'île de la Réunion en juillet 2015 plaide pour l'hypothèse d'un crash volontaire. Seule la force de l'eau pourrait faire le bord dentelé découvert sur l'aileron. C'est une piste crédible, mais en fouillant sa vie, on ne trouve rien qui pourrait expliquer son geste. Il y a évidemment aussi la théorie du problème technique. C'est une des théories les plus probables. On peut imaginer qu'un incendie s'est déclaré à bord et a engendré une suite de problèmes techniques. L'incendie aurait pu arrêter tous les systèmes électriques, dont le transpondeur. L'incendie aurait donc pu activer le système de protection électrique et couper toutes les alimentations, puis aurait percé le carlingue, ce qui provoqua la décompression subite et l'extinction du foyer par manque d'oxygène qui, au passage, aurait tué ses passagers et membres d'équipage. Puis, une fois l'incendie éteint, il aurait remis les circuits électriques en route et a permis d'envoyer des données. Cette hypothèse, bien que crédible, pose la question du changement de trajectoire de l'avion. Le pilote voulant peut-être faire demi-tour pour rejoindre la piste d'atterrissage la plus proche. Mais l'incendie seul n'aurait pas pu faire dévier l'avion. Il y a également la piste terroriste. Beaucoup de gens pensent à cette piste à cause de l'arrêt des systèmes de communication de l'avion. Un internaute affirme dans une vidéo postée sur YouTube, qui a d'ailleurs été visionnée plus de 319 000 fois à ce jour, que le Boeing aurait été détourné vers un des aéroports militaires désaffectés du Vietnam. Les passagers auraient été retenus en otage. L'avion serait transformé en arme de destruction massive en vue de préparer une attaque terroriste semblable à celle du 11 septembre. Pour d'autres personnes, l'avion se serait écrasé dans la jungle. En mars 2014, la chaîne taïwanaise TVBS diffusait une image satellite d'un avion craché dans la jungle. L'épave aurait été découverte par un étudiant de Hong Kong à l'aide de l'application de géolocalisation TomNode. La thèse de certains complotistes est alors lancée. L'avion se serait écrasé dans un endroit non répertorié à ce jour, comme dans la série Lost. En effet, dans la série, le vol 815 de la compagnie Oceanic Airlines explosait en plein vol au-dessus du Pacifique. Les survivants échouaient sur une île inconnue et tentaient de survivre dans cet univers hostile. Et on va parler d'une théorie encore plus farfelue, l'avion serait devenu invisible. Selon certains conspirationnistes, l'avion n'aurait pas disparu des écrans radars, mais serait devenu invisible. Cette technologie de pointe aurait été mise au point par l'entreprise américaine
Friscarl. De plus, une vingtaine de salariés de l'entreprise faisaient partie des 239 passagers. Le vol MH370 aurait été utilisé comme un test grandeur nature de cette technologie d'invisibilité. Mais la thèse ne s'arrête évidemment pas là. Selon ses défenseurs, l'essai aurait été si réussi que les Chinois auraient décidé de détourner l'avion vers une base secrète afin de récupérer cette technologie. Il y a encore une dernière théorie plus farfelue, ce serait que l'avion serait victime d'une faille spatio-temporelle. Certains pensent qu'il s'agit donc d'une faille spatio-temporelle. Pour eux, l'avion serait tombé dans un trou noir et serait depuis piégé dans une autre dimension. Le site ufologique Au-delà souligne à ce propos que des failles spatio-temporelles avaient été repérées avant le drame dans la zone présumée de la disparition du Boeing. Une théorie vraiment tirée par les cheveux. Il y a évidemment bien d'autres théories qui sont encore plus farfelues, mais je ne les ai pas évoquées, car elles sont vraiment tirées par les cheveux. Et pour vous, quelle est votre théorie sur la disparition du MH370 ? On n'a aucune preuve de la mort, du crash. Donc tant qu'on n'a pas de preuve de ça, ils sont pas... Voilà, ils sont toujours là. C'est la fin de cette vidéo. Elgil a été un petit peu plus timide sur cette vidéo. J'espère qu'il se rattrapera. Bon, je le taquine un petit peu. J'espère que ça vous aura plu, cette collaboration à 3. Et nous, on vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à bientôt dans de prochaines vidéos. Et surtout, prenez soin de vous.